Enfin, le calvaire est terminé. C'était trop lourd à porter. Pourtant, mon enfance avait bien débuté. 1985, à 10 ans, seuls les matchs de foot avec les grands m'intéressent. Mon idole, c'est Platini. À 15 ans, je me concentre sur les gitanes sans filtre, en espérant rendre ma voix plus rauque. À 20 ans, me voilà en école d'ingénieur où j'apprends surtout à draguer sur la musique de Scatman. Je donne le tournis à mes conquêtes dans mon 9 mètres carrés. À 25 ans, mes journées s'étirent dans une belle entreprise de la région parisienne spécialisée en innovation des moteurs des avions. Et rapidement, vous savez ce qu'on dit, après 30 ans, le temps passe plus vite. En un souffle, une femme très élégante se trouve accrochée à mon bras. En un souffle, cette beauté fascinante pose ses valises dans mon appartement. La suite logique, c'est la naissance des enfants et l'acquisition du pavillon. À 40 ans, mes horaires s'allongent autant que mes verres de Bourbon. J'ai l'impression d'être dans Mad Men, sauf qu'on ne peut plus fumer dans les bureaux. Heureusement, mes deux maîtresses m'aident à décompresser, car à la maison, madame a souvent mal au crâne le soir. Je suis souvent irritée, car je me démène pour cette famille qui ne fait aucun effort. Alors oui, les claques partent quand la table n'est pas mise à mon arrivée, quand les chambres ne sont pas rangées, quand quelqu'un a déplacé mon rasoir. Je hais quand mon rasoir est déplacé. Le temps, c'est de l'argent, et je ne peux pas perdre 5 minutes à le chercher tous les matins. Je rentre de plus en plus tard, avinée, pour éviter d'avoir à croiser les yeux foudroyants de ma femme. Dans la pénombre, mes pieds survolent les escaliers doucement pour trouver refuge sous le torrent rassurant de la douche. Ensuite, je passe voir Marie pour m'assurer qu'elle dort. Mais non, elle ne dort jamais car elle attend son papa chéri, son héros. Ma fille, c'est la seule de la maison qui m'adore. Je la trouve parfaite. Elle réclame souvent des bisous et ça me réconforte. Et naturellement, je m'allonge contre elle sous son édredon. Je sens son souffle dans mon cou, et tandis que l'effet de sa veilleuse danse sur les murs, je l'embrasse de plus en plus fort. Je suis le papa tendre, le papa doux. Alors affectueusement, je lui montre comment me faire plaisir. L'étreinte est brute et belle. Elle sourit. C'est ma complice. Enfin, le calvaire est terminé, c'était trop lourd à porter. Il avait mis en place un rituel. Les marches qui soupirent, la douche qui chante, et enfin la veilleuse. Je me sentais importante. Il m'avait choisi moi, pas Paul, mon frère, juste moi. C'est que j'étais forcément sa préférée, l'élu. Au début, j'avais 6 ans. Je ne comprenais pas forcément. Il me disait qu'il m'aimait beaucoup. Mais oui, mon papou, moi aussi je t'aime. Il y avait un jeu pour lui faire plaisir. Je lui faisais des bisous, un peu partout et surtout à un endroit. Après, il me serrait fort dans ses bras. Il disait que j'étais son essentiel et que grâce à moi, il respirait mieux. C'était notre secret à nous, j'étais sa complice. Quand on n'était que tous les deux dans ma chambre, il redevenait gentil. Pas de gifles, pas de fessées, pas de cheveux tirés dans la chambre. Pendant 4 ans, toujours le même scénario. À 10 ans, il est venu me voir dans la baignoire. Mais j'étais bien dans mon bain moussant. Alors j'ai crié « Laisse-moi tranquille !» Bam! Ma tête a cogné contre le rebord de la baignoire. Il me regardait, furieux. « Tu es ma fille, je décide. Tu te lèves maintenant. » Alors je me suis tournée et j'ai laissé faire, comme si je n'étais plus là. Je me suis mise à compter les gouttes de sang qui perlaient depuis mon nez sur le carrelage. 32. Il y en avait 32. Et elle forme une tulipe. Il dira à maman que je suis tombée en sortant du bain, et elle le croira. J'aurais tellement aimé crier, lui dire la vérité à maman. À l'école, j'en parle à ma copine Léa, mais elle ne comprend pas trop. Tout le monde adore papa. Mes copines, les mamans de mes copines, mon institutrice. Mon frère Paul, je ne sais pas s'il le sait, on n'en parle jamais. Je commence à le détester parce que lui, il peut dormir tranquillement la nuit. Il est chanceux, sa veilleuse le protège. Madame la candidate aux élections présidentielles, vous m'avez demandé un rapport portant sur les violences intrafamiliales. Je vais vous parler de l'inceste. Car je vous le rappelle, 85% des enfants victimes d'agressions sexuelles le sont par des membres de leur famille. Si vous voulez que votre projet présidentiel porte des avancées sociales, il faut désacraliser le silence qui règne autour de l'inceste. Les récits que j'ai recueillis, vous l'avez entendu, sont glaçants.
mais nécessaire. Paradoxalement, Madame la candidate, avez-vous déjà tapé « film sur l'inceste » dans votre moteur de recherche? Allez-y, faites-le, vous serez étonnés. Les 4 premiers liens renvoient à des sites cinématographiques dans les articles « Romance l'inceste ». Ils évoquent des histoires d'amour impossibles. Pire, les autres liens du moteur de recherche sont des sites pornographiques. L'inceste serait donc bandant et excitant. Pourtant, quand j'écoute les histoires des victimes d'inceste, je ressens de la terreur. Pas de l'excitation. Au cinéma, regardez le film Peau d'âne, chef-d'œuvre du cinéma français. Attention, spoiler, il s'agit de l'amour sexuel d'un papa pour sa fille. Alors, je vous pose la question. Quand l'enfant, victime de l'inceste, perçoit ces signaux extérieurs de la société, comment peut-il apprendre à s'exprimer? Dans le podcast de Charlotte Pudlowski, une victime exprime bien, dès la première seconde, on sent que c'est pas normal, et pourtant on se tait. Elle explique qu'il existe plusieurs couches de silence. La première, c'est celui de la victime, qui va oublier ou se dissocier. La seconde, c'est de la part de l'adulte de confiance. Souvent, c'est la mère. Sauf qu'elle ne dit rien, ou elle minimise les faits. Donc, l'enfant apprend à ne rien dire. Or, si la parole des incestés a été réprimée, c'est parce que l'inceste s'inscrit dans un rapport de domination masculine d'un adulte sur un enfant. Les chiffres édifiants sont là. Écoutez bien. 95% des agresseurs sont de sexe masculin. 77% des victimes sont de sexe féminin. Oui, pas toujours, nous dira-t-on. Mais les chiffres sont là, et nous ne pouvons pas les nier. Le père de Marie était un homme ordinaire. Il pourrait être votre voisin, votre frère, votre ami. Il n'a pas de prédisposition à être un agresseur. Il n'est pas forcément pédophile. Il n'a juste pas conscience de l'altérité de son enfant. Il n'a aucune limite, car pour lui, sa fille, c'est un objet. Oui, après coup, il se dit bien que c'est pas normal, mais bon, finalement, elle n'a pas réagi. Et il a simplement agi comme on lui a toujours appris à agir depuis qu'il est petit. Il prend, il garde le contrôle, c'est lui qui pose les conditions de son intervention, c'est lui qui décide sans prendre en compte l'opinion de sa fille. Ça s'appelle de la domination. C'est cette domination qui impose à la victime le silence. Le patriarche, le bon père de famille qui maintient le cap de la famille doit être protégé. Car si la parole se libère, le patriarche tombe et la famille est détruite. Patrick Jean, dans la loi des pères, l'écrit « Si on pouvait mettre fin à l'inceste, on saperait les fondements du patriarcat. » Madame la candidate, Marie, c'est vous, c'est moi, c'est nous toutes. C'est son témoignage qui m'a convaincue que votre projet présidentiel doit porter des propositions fortes pour lutter contre le tabou de l'inceste. Marie, elle a eu de la chance d'avoir pu intenter un procès à son père. Les faits n'étaient pas prescrits. Pourtant, elle a été victime de dissociation et n'a eu accès à ses souvenirs qu'à l'âge de 35 ans quand sa fille est née. Quant à son père, au procès, il a avoué s'être senti soulagé quand Marie a réussi à mettre un terme à ses agressions en partant vivre en internat. Lui seul n'aurait pas réussi à y mettre un terme. Madame la candidate, moi, si j'étais présidente, je prendrais des mesures concrètes pour briser l'omerta de l'inceste. J'en ferais la priorité de notre réforme sociale. Ce soir, je vais vous épargner les 100 pages de mon rapport sur les mesures à prendre, mais ces dernières peuvent se résumer ainsi. Entendre les victimes, écouter les agresseurs et surtout éduquer les hommes. Protégeons les enfants pour qu'ils n'aient plus jamais peur du bruit des marches qui soupirent. Et peut-être qu'un jour, ils pourront dormir tranquillement sans avoir besoin d'une veilleuse magique.